Bah là, c'est là où je dors. Putain, il y a des bruits chelous. Vous avez entendu? Ok, pause. D'abord, je dois vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai dormi dehors alors que je peux dormir dans ce lit. J'ai une petite question pour toi, tu préfères gagner au loto ou devenir paraplégique? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Parce qu'il a été démontré qu'il suffit d'1 an pour que les personnes qui soient devenues paraplégiques aient le même niveau de bonheur que ceux qui ont gagné au loto. En gros, on s'habitue à tout. C'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique. C'est le fait que peu importe les événements positifs ou négatifs de notre vie, notre niveau de bonheur reviendra toujours au même endroit. On pense qu'on sera plus heureux quand on aura obtenu ce travail, cette situation ou cette voiture, et finalement, notre niveau de bonheur revient toujours à peu près à la même chose. I had everything, and I was absolutely broken inside. Mais si obtenir ce qu'on veut nous rendra pas heureux, qu'est-ce qui pourra le faire? Alors c'est la question que je me suis posée, et selon moi, la clé se trouve pas dans obtenir ce qu'on veut, mais plutôt d'apprécier ce qu'on a déjà. It's gratefulness that makes us happy. Mais vu qu'on s'habitue à tout, comment est-ce qu'on peut faire pour réapprécier les choses qu'on a déjà? Il existe un moyen qui est utilisé depuis des milliers d'années. Ce remède, c'est la privation. Parce qu'il faut une grosse pandémie pour réaliser à quel point c'est cool de se rassembler. Parce que c'est que quand tu fais du camping que tu réalises à quel point ton lit est confortable. Et que c'est que quand elle part que tu te rends compte à quel point elle comptait à tes yeux. Et c'est pour cette raison que je suis parti à l'aventure, sans tente, sans nourriture, pour pouvoir expérimenter le manque et la privation, avec l'espoir de me déshabituer du confort, pour pouvoir le réapprécier en rentrant chez moi. Dormir dehors alors que j'ai un appartement, je sais ce que tu te diras, ça n'a aucun sens. Et pourtant, si t'as suivi, ça a un peu de sens. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Dans tous les cas, c'est ce que j'ai fait et je vous embarque dans cette aventure pour vous partager ce que j'ai appris. Quelle idée de venir comme ça tout seul, dormir dans la nature, alors que je paye un Airbnb. L'après-midi de mon départ, j'avais plein de doutes. Où est-ce que j'allais dormir? Est-ce que les concombres de mer sont des animaux? Et est-ce que ça fera une bonne idée de vidéo? J'en sais rien. Mais ma philosophie avec cette chaîne YouTube, c'est que d'abord je me lance, et ensuite j'apprends. Et c'est en me jetant dans l'eau, à force de créer du contenu, que je deviendrai meilleur petit à petit. Donc je me suis dit, yallah, j'y vais. You have this irrational belief that you need to figure out everything before you start, when you can't figure out everything before you start. On m'avait parlé d'un endroit sympa, le Piton de l'eau. Après 1 heure de route, c'était le début des emmerdes. Les amis, on a un petit problème. Je voulais aller là-bas. Peut-être il y a moyen de l'enlever. Oh! Ça marche! Ok, on est reparti! Sauf que je me suis vite rendu compte que j'avais pas du tout le véhicule adapté à la route. Les dernières lueurs du jour approchaient et je m'enfonçais volontairement dans un endroit perdu où j'avais pas de réseau en cas de problème. J'ai un peu peur en fait. Parce que j'ai pas de pneus de rechange. Là je suis tout seul, j'ai pas de réseau. Bon les gens, j'ai fait demi-tour parce que le terrain est trop hostile. Heureusement, j'avais un plan B. Après 30 minutes supplémentaires de voiture, j'arrive sur un autre spot. Je suis arrivé dans un endroit, il y a beaucoup de brouillard, il fait nuit. Je vais essayer de trouver un endroit pour dormir. À ce moment-là, j'étais super à l'aise, comme on peut voir. Ça fait un peu peur. J'ai l'impression d'être dans un thread horror de Squeezie. Ce qui est bizarre, c'est qu'ici, il y a des bruits. C'est comme s'il y avait une balançoire qui s'arrêtait jamais. Mais une balançoire qui grince. Tu sais, comme dans les films, quand il y a un clown, la nuit, qui se balance tout seul. Ça me fait bader de penser à ça. Voilà, c'est pas ouf, hein. On voit à 3 mètres avec cette lumière. Les amis, j'ai trouvé un endroit pour dormir. Mais à mon stade, j'aurais pu dormir n'importe où. Parce qu'il fait noir. Et c'est pas comme les fois où je campais dans la nature, parce que je savais que c'était un endroit pour camper.
Là, je sais pas du tout où je suis. Je peux même pas faire de feu tellement tout est humide. Franchement, il y a plusieurs moments où je me suis dit, bon, c'est mort, je rentre. De toute façon, ils sauront rien. Honnêtement, c'était vraiment le pire moment de la soirée et ça m'amène sur la première leçon que je tire de cette aventure. Je me dis souvent que je devrais être plus reconnaissant de la vie pleine de privilèges que j'ai eue. Franchement, j'ai eu trop de chance, rien que de naître en Suisse et pas en France. Putain de bâtard. Mais même si je sais que j'ai de la chance, je me dis pas pour autant tous les matins « Ah, là ça fait du bien de vivre cette vie de privilégié là ». Et toi, qui regardes cette vidéo, tu sais peut-être que tu as de la chance d'avoir un toit et de quoi manger, mais est-ce que tu le ressens vraiment ? Le fait de savoir, mais de pas le ressentir, c'est quelque chose qui est connu dans le bouddhisme et qui m'a été présenté lors d'une retraite de méditation en Inde. Pour les bouddhistes, il existe 3 lois qui sont toujours vraies. La première loi, c'est qu'il faut s'abonner à ma chaîne. Là, t'as débordé, là. La deuxième, c'est la loi de l'impermanence. C'est le fait que tout a une fin, rien n'est permanent. Par exemple, on a l'impression d'être la même personne au fil du temps, mais à chaque seconde, il y a des cellules qui naissent, des cellules qui meurent, le sang qui circule et des millions de réactions chimiques qui se passent dans notre corps. Tout est en perpétuel changement, rien ne reste pareil au fil du temps. Sauf Pharrell Williams. Lui, il subit pas l'impermanence. Et c'est à cause de l'impermanence qu'on finit par mourir. Super l'ambiance! Mais pourquoi je te parle de ça ? Parce que selon cette philosophie, ça suffit pas de connaître l'impermanence, de le savoir, il faut aussi le ressentir. Il faut passer d'un concept, d'une idée, à une sensation corporelle. Comme pour moi, avec le sentiment d'être chanceux. Et pour faire ça, eux, ils utilisent la méditation. Alors comment ça marche ? En fait, c'est super rationnel, super logique. En se concentrant sur les sensations du corps, agréables ou désagréables, on pourra observer comment elles partent et elles reviennent. Et à force de vivre ces changements intérieurs, on finit par ressentir dans notre corps cette idée d'impermanence. Donc pour passer de savoir à ressentir, eux ils utilisent la méditation. Et moi, pour passer de savoir à ressentir le sentiment d'être chanceux, j'utilise la privation et le manque. Mais, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen pour ressentir la gratitude d'être en vie ? Est-ce qu'on est obligé de se torturer et de dormir dehors pour apprécier son lit ? Alors oui, il existe un autre moyen et on en reparle à la fin de la vidéo. Ok, fin de la leçon, on reprend notre aventure. Rien qu'un feu. Rien qu'un feu. C'est pas ouais, je pleure pas. Apparemment, il n'y a pas d'animaux dangereux à la Réunion. Mais non, après, il y a juste des énormes araignées, des serpents. Ça va, sinon, c'est chill, c'est chill. Moi, ce qui me fait peur, c'est s'il y a quelqu'un, parce que ici, je suis totalement perdu. Donc si tu viens la nuit ici, alors qu'il y a du brouillard, c'est forcément pour cacher un corps. Je vois pas d'autre explication. À part pour faire une expérience personnelle de vidéo YouTube, non. Normalement, je prends du plaisir à faire les vidéos, mais là c'est que de l'implaisir, là. Inventez ce mot, s'il vous plaît. Quand j'étais sur la route et j'étais en train de m'enfoncer dans le nulle part, j'étais en train de me dire, mais quelle idée de venir comme ça, tout seul, dormir dans la nature, alors que je paye un Airbnb, ça n'a aucun sens. Je me suis dit ça plusieurs fois dans cette soirée. Moi, je commence à m'habituer un peu, je crois. Comme quoi, on s'habitue à tout. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur. Enfin, là, j'ai toujours peur, mais ça va un peu mieux. Et ça nous amène sur la deuxième leçon que je tire de cette aventure. L'habituation hédonique, ça a aussi des bons côtés, dans le sens où on s'habitue à l'inconfort. En fait, on a tendance à s'habituer même aux situations de merde. Moi, tu vois, je me suis habitué au fait d'avoir 200 vues sur mes vidéos. Mais est-ce qu'on peut s'habituer à tout ? Ça me fait penser à une vidéo de Cyrus North où il demande à des personnes qui vivent dans des camps de réfugiés, selon eux, quel est leur niveau de bonheur. Donc apparemment, on peut s'habituer à tout. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? Vu qu'on s'habitue à tout, la prochaine fois que tu redoutes une expérience, tu peux te dire que naturellement, ton cerveau, il va s'habituer en fait. C'est assez fou, genre même si tu deviens paraplégique, en fait, tu t'y habitues. Là, d'un coup, je redoute plus rien. Je trouve ça assez déconcertant, limite, ça paraît pas vrai, mais pourtant, ils sont bien allés calculer le niveau de bonheur, ces gens-là. Ce que je trouve aussi déconcertant là-dedans, c'est qu'on a tendance à penser qu'on sera plus heureux quand on obtiendra ce qu'on désire. Et pourtant, il y a plein de fois où on a obtenu ce qu'on voulait, et ça nous a pas durablement rendu heureux. Donc on a plein d'exemples qui nous montrent que c'est pas la voie pour atteindre le bonheur. Et pourtant, on continue à penser comme ça. Moi par exemple, avant ma première année de médecine, j'admirais trop les gens qui avaient réussi l'université. Et je me disais, putain mais si moi je fais partie d'eux, ça va être ouf. Je vais être un beau gosse intelligent. Et maintenant que je suis en plein dedans, et que j'ai obtenu ce que je voulais, je suis déjà en train de penser à un autre objectif, qui est de faire grandir cette chaîne YouTube. Et c'est assez troublant de me dire que même si je réussissais sur YouTube, imaginons que j'ai 1 million d'abonnés, en fait,
c'est pas ça qui me rendra heureux. Et ça se confirme si tu poses la question à des gros youtubeurs. People say, how does it feel to hit 1 million subscribers? How does it feel to hit 100,000? It honestly just feels like nothing because the number isn't what matters, it's the work. Mais si atteindre nos objectifs ne nous rendra pas plus heureux, qu'est-ce qu'il fera? Je laisse cette question en suspens et je te laisse répondre en commentaire parce que chacun a sa réponse et je suis curieux d'entendre la vôtre. Ok, back to the adventure. Bon, je vais essayer d'aller dormir. Je vous dis à demain pour un lever de soleil. Ce lever de soleil, je l'attends avec grande impatience. Il est 6h15 du matin. J'ai passé une nuit de merde. Il a commencé à pleuvoir pendant la nuit. Du coup, je vais aller dormir dans la voiture. Et là, je me lève et il fait super nuageux. Donc, il n'y aura pas de lever de soleil. Du coup, je me tire direct, quoi. Toute la problématique de cette vidéo, c'est est-ce que le fait de souffrir m'a permis de réapprécier mon quotidien? Honnêtement, oui. Parce que le lendemain, quand je suis retourné chez moi, c'était tellement bien de retrouver tout mon confort. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et honnêtement, j'ai hésité à faire cette vidéo parce que je savais dès le début que la solution allait être seulement temporaire vu qu'on s'habitue à tout. À travers la vidéo, j'ai posé une autre question. C'est est-ce qu'on est obligé de vivre des moments d'inconfort, des périodes difficiles pour apprécier ce qu'on a? Et bam, ça nous amène sur la gratitude. Pourquoi la gratitude est si importante? La réponse, c'est la science qui nous la donne. Elle permet d'améliorer la sensation de bien-être, elle améliore nos relations sociales avec les autres et avec nous-mêmes. Plus impressionnant encore, elle influence même des facteurs de santé physique comme la santé cardiovasculaire. Et ce que nous dit la science à ce propos, c'est que le plus efficace pour avoir tous les bienfaits de la gratitude, c'est pas d'être reconnaissant soi-même, mais c'est que les autres nous témoignent de leur gratitude. Donc c'est par exemple quelqu'un qui te dit « Ah, ce jour-là, quand t'as fait ça, ça m'a tellement aidé. » Donc tu peux te dire que t'as ce super pouvoir que si tu témoignes de ta gratitude ou de ta reconnaissance à quelqu'un, tu vas durablement améliorer sa qualité de vie. Moi je trouve ça assez magique et si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu sais quoi faire. Moi par exemple, quand il y a quelqu'un qui me dit qu'une de mes vidéos les a beaucoup aidés, ça me fait tellement plaisir. Ok, mais si le plus efficace, c'est de recevoir de la gratitude, est-ce qu'on a forcément besoin des autres pour avoir tous les bienfaits? Et non. Heureusement, il y a un autre moyen qui fait qu'on a besoin de personne pour ressentir cette émotion. Et ce moyen, c'est grâce aux histoires, aux récits. Car les humains ont cette tendance naturelle à organiser les informations sous forme d'histoires, sous forme de récits. Depuis des millénaires, c'est quelque chose qui fonctionne pour transmettre des émotions. Tout ça, ça a été découvert dans une étude où ils ont mis les participants dans une IRM et devant eux, il y avait un film. La vidéo, ça leur montrait des témoignages de victimes de l'Holocauste qui avaient survécu grâce à un soldat français. Donc ces rescapés témoignaient de leur gratitude à ce soldat parce qu'il les avait sauvés. Et le simple fait de visionner tout ça, ça a permis aux participants d'activer tous les réseaux neuronaux de la gratitude. Donc le mieux pour toi, si tu veux avoir tous les bienfaits de la gratitude, c'est que tu trouves une histoire dans laquelle une personne a aidé une autre personne et témoigne de sa gratitude, tout simplement. Et dans la même étude, ils ont évalué l'efficacité d'une autre pratique de gratitude qui est largement répandue, mais qui marche pas du tout, c'est le fait de faire des listes de gratitude. D'écrire par exemple « Je suis reconnaissant pour ci »,« Je suis reconnaissant pour ça ». Ça, il s'avère que ça marche pas du tout. Et j'en suis sûr qu'on t'a déjà recommandé de faire ça, par exemple dans une morning routine, de te lever le matin et de te dire « Je suis reconnaissant de ci »,« Je suis reconnaissant de ça », blablabla. Moi-même, j'ai essayé et ça marche pas, parce qu'encore une fois, ça suffit pas de le savoir, il faut le ressentir. Regardez par exemple si on fait une recherche Google. Comment pratiquer la gratitude? Tenez un journal de gratitude où vous notez les choses dont vous êtes reconnaissant. Chaque matin, pensez à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Non, ça marche pas. Je sais que ça a l'air logique, ça a l'air intuitif, mais ça marche pas. Donc j'espère que vous partirez d'ici avec plein d'informations pour améliorer votre qualité de vie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. There's now a wealth of data showing that having an effective gratitude practice can impact a huge number of health variables, both mental health and physical health, in positive ways. Things like cardiovascular health. The data actually point to the fact that a gratitude practice is a very, very potent way in which you can steer your mental and physical health in positive directions, and that those effects are very long-lasting.